Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio et vidéo de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'avoir le président du conseil de la CNAM, Fabrice Gombert. Bonjour, monsieur le président. Bonjour Espace Social. Et bonjour aux autres spectateurs, il n'y a pas qu'espace dans la vie, président. Voilà, Bonjour merci tout le beaucoup en monde. tout cas de nous avoir accueillis dans les locaux de la CNAM. Voilà, pour ceux qui se posent la question derrière, c'est la CNAM. Vous voyez, c'est pas le grand luxe tapageur, c'est normal. Plus sérieusement, voilà, avec le président du conseil, nous allons aborder les sujets d'actualité. Forcément, c'est le Covid, on en parle tous et on va savoir un petit peu comment se mobilise à la fois l'échelon national au niveau des réseaux de caisses primaires, comment tout ça s'articule. On reviendra dans un deuxième temps sur les questions du PLFSS parce que les conseils ont voté la semaine dernière. On nous dira ce qui a été retenu positivement, ce qui a été retenu un peu plus négativement de la part des différents administrateurs. Et si on a un peu de temps, on parlera des sujets d'actualité. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, format de 15 minutes à peu près. N'hésitez pas à nous faire des retours si le format vous plaît ou ne vous plaît pas. On rentre dans le vif du sujet, président. On va parler un peu du Covid. Malheureusement, la situation ne s'améliore pas. On est vraiment dans une situation un peu critique actuellement. Comment se mobilise la Caisse nationale à l'heure où on se parle? Alors, sur la mobilisation de la Caisse nationale, je voudrais quand même revenir sur un point qui me semble important, c'est effectivement les enjeux. Les enjeux de cette pandémie et saluer quand même les collaborateurs de la CNAM, puisque nous avons eu à faire face pendant toute cette période au traitement des arrêts de maladie dérogatoires. Et nous avons continué avec l'aide apportée aux professionnels de santé pour compenser leur perte d'activité, mais aussi le développement exponentiel de la télémédecine. Aujourd'hui, alors les chiffres sont un petit peu en décalage puisqu'il y a un suivi régulier, quotidien, mais je voudrais quand même souligner le fait qu'il y ait plus de 10 000 collaborateurs quand même volontaires qui ont été formés par l'assurance maladie pour assurer cette mission 7 jours sur 7, sur des plages horaires qui sont quand même un peu compliquées, mais y compris le dimanche. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette nouvelle mission dont nous avons été investis, qui est le contact tracing, puisque c'est une mission qui a été mise en place à la sortie de la période de confinement, dès le 11 mai. Donc, nous attendions effectivement, dans cette période, à une projection qui était de l'ordre de 3000 cas positifs jour, avec 20 cas contacts et 60 000 personnes à tester. Aujourd'hui, les chiffres nous ont donné un peu tort. Alors, début de sortie de confinement, nous étions plutôt sur 600 cas positifs, avec beaucoup moins de cas contacts à remonter, ce qui est une véritable difficulté quand même pour nous. Aujourd'hui, effectivement, avec 23 000 cas positifs, les cas contacts deviennent de plus en plus compliqués et malheureusement, on va dire dans un langage qui avait été choisi auparavant, qui n'est pas forcément le mien, c'était effectivement d'armer des brigades et d'armer ces brigades, c'est une montée en charge très très importante. Et il ne faudrait pas qu'on se fasse dépasser et qu'on soit obligé de, je dirais, courir derrière le train. Nous avions début mai, jusqu'à il y a 15 jours, détecté 250 000 personnes positives et 740 000 cas contacts à remonter, mais c'est quand même aussi 40 000 appels sortants jour de la part de nos plateformes. Aujourd'hui, je pense qu'on est à plus de 40 000, avec la difficulté que nous connaissons, c'est-à-dire les personnes qui vont nous signaler effectivement leur entourage. Mais comme vous pouvez vous en douter, nous avons aussi des contacts qui sont pris avec des assurés qui ne répondent pas forcément, donc ça veut dire des réitérations et des difficultés en respectant les délais. Après, il y a effectivement ce que chacun connaît, c'est la possibilité de se faire prélever. Il y a quand même eu des actions qui ont été menées dans certaines régions avec des centres dédiés pour des personnes symptomatiques avec une ordonnance, des personnes qui étaient cas contact assurance maladie et des professionnels de santé qui privilégient un parcours de prélèvement avec des engagements
de la part des laboratoires pour une restitution très rapide des résultats. Président, vous avez présenté un peu les grandes lignes des travaux de l'assurance maladie qui ont été entamés déjà, vous avez raison de le repréciser, à la sortie du confinement en mai, qui avait été une phase un peu expérimentale. Là, maintenant, on est à quasiment 3-4 mois d'installation des cellules dans les caisses, d'articulation, de lien avec les usagers, les cas contacts et autres. Est-ce que maintenant, sur l'ensemble du territoire, on sent qu'il y a une certaine homogénéité dans la qualité de prise en charge, ou il y a encore certaines zones où c'est encore un peu plus difficile que d'autres? Au niveau de la qualité de la prise en charge de l'assurance maladie, le script, je dirais, est rodé et j'ai pu éprouver effectivement ce script. L'assurance maladie est au rendez-vous. En fonction des cas positifs, puisque vous le savez, on a un système d'information de dépistage, le fameux SIDEP, qui sont les résultats qui sont transmis par les laboratoires, je dirais, au fil de l'eau. Nos plateformes reçoivent ces informations et font les remontées contacts. Alors, il y a aussi la médecine de ville à certains endroits où les médecins font effectivement ces consultations d'annonces ou consultations complexes pour effectivement nous transmettre aussi des informations sur les cas contacts. Il y a une variabilité quand même des cas contacts. Tout dépend dans quelle région on se trouve. Mais aujourd'hui, je ne veux pas être alarmiste, mais en Île-de-France, par exemple, Aurélien Rousseau, le directeur général de l'ARS, a quand même eu un tweet d'alerte ce week-end en disant « Attention, ce qui va se passer dans 15 jours est déjà écrit ». Donc, quand on voit de la façon dont la courbe se cabre sur ces fameuses données SIDEP, effectivement, les biologistes sont quand même au rendez-vous. Les biologistes ont corrigé certaines imperfections. Ils sont complètement impliqués dans la démarche. Mais il y a effectivement, alors je dirais pas une hétérogénéité au niveau de la prise en charge par l'assurance maladie, mais peut-être sur les territoires par rapport aux capacités de pouvoir tester et de rendre des résultats dans des délais de façon à ce que nous puissions remonter ces fameux contacts pour un isolement en attendant un prélèvement et un résultat. D'accord. Vous êtes optimiste sur les marges de progression justement de l'assurance maladie, sur ces, entre guillemets, éventuelles imperfections de processus? Sur les marges de projet, on va dire, il y a toujours des possibilités. Nous avons été renforcés de toute façon, puisqu'au début du dispositif, il y avait 3000 CDD et puis des renforts. Ces renforts, ils sont bien aujourd'hui effectifs, mais vous pensez bien que quand on passe de 10 000 à 13 000 à 23 000, il faut pouvoir ajuster les moyens en conséquence. L'assurance maladie s'y efforce, mais il ne faudrait pas monter à 30 000 non plus. Là, ça va devenir très, très compliqué. Et je crois que le Premier ministre, ce matin, a fait une annonce par rapport à l'application qui n'était pas tout à fait au point à la sortie du confinement avec le Stop Covid, mais il incite aussi fortement à ce qu'on puisse être doublé. Quand je dis doublé, c'est en plus avec cette application, parce que le système atteindra forcément ses limites. Bon, vous avez parlé de moyens, ça tombe bien, Président, on va parler du deuxième sujet. Le moyen, c'est le PLFSS. Alors, voilà, vous êtes prononcé, je vais y arriver, c'est un peu difficile. On enregistre lundi pour ceux qui posent la question par rapport à l'allocution du Premier ministre. Donc voilà, donc le PLFSS a été voté, mais il y a un avis, si je dis pas de bêtises, négatif de la part de la Caisse d'assurance maladie. Alors, il y a des tours de table, j'imagine qu'il y a eu des débats un petit peu enflammés autour de différentes mesures, au contexte économique, des projections, des déficits. Qu'est-ce qui a été retenu positivement sur ce texte et qu'est-ce qui a été retenu un peu plus négativement, globalement, par les administrateurs de la Caisse nationale? Alors, ce sont les conseillers, puisque nous ne sommes plus conseil d'administration. Oui, oh là là, quel lapsus. Bon, ils m'en voudront pas. Ils m'en voudront pas. Et voilà. Donc les conseillers, d'abord il y a deux avis qui sont quand même assez différents, puisqu'il y a le conseil de la CNAM qui s'est prononcé défavorablement, et puis le conseil de l'UNCAM qui s'est prononcé favorablement. Alors, sur les points qui ont fait, je dirais, consensus, c'est d'abord l'importance et la pérennité de la dégradation des comptes
tout le monde en a fait le constat, sous l'effet ciseau de l'augmentation des dépenses, mais combiné aussi avec la chute des recettes, et qui fait peser un déficit durable sur l'assurance maladie. Et ce déficit qui se traduit effectivement par l'allongement de la durée de vie de la CADES. Autre point qui était le caractère quand même nécessaire de revenus accordés, puisque ce PLFSS quand même emporte deux conséquences. C'est celui de la pandémie du coronavirus et quand même les mesures du Ségur de la santé. Donc le deuxième point concernait plutôt le Ségur et l'augmentation des revenus accordés au personnel des établissements de santé et médico-sociaux, ainsi que les investissements qui sont nécessaires à réaliser en permanence, en parallèle à la reprise de la dette hospitalière. Mais cette reprise de dette hospitalière était déjà annoncée fin d'année 2019. Okay. Et donc tout ça, ça a été plutôt perçu positivement. J'imagine que la création de la branche autonomie a également fait l'unanimité, ou pas? Alors, tout à fait, mais de façon, je dirais, plutôt partagée. Partagée puisque ce n'est pas un sujet du collège employeur. D'accord. C'est bien répondu. Voilà. C'est bien répondu. C'est politiquement correct, président. Mais non, il y a un petit décalage entre le son. Ah, ça c'est normal, ça c'est les inconvénients de la vidéo, ça, président. Mais il n'y a pas de souci. Je vais poser une question un petit peu là-dessus, un petit peu. Donc, vous parlez de moyens nouveaux. Le PLFSS entend dégager 12,5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires sur l'assurance maladie. Comment le Conseil a entre guillemets interprété cette enveloppe? Est-ce qu'elle est suffisante, insuffisante? On prend aussi c'est toujours très compliqué de se projeter, sachant qu'on a le conjoncture actuelle avec le Covid. Comment vous avez un petit peu interprété ce niveau d'enveloppe? Alors, le niveau d'enveloppe, c'est plutôt au regard de la commission des comptes, puisque vous savez que sur la temporalité, on va dire, du calendrier d'élaboration du PLFSS, et nous l'avons souligné plusieurs fois, c'est effectivement une navette, je dirais, entre les ministères. Cette année, c'était un petit peu particulier, puisque le PLFSS, en général, commence au mois de mars. La Caisse nationale produit son rapport charges et produits, justement, avec des recommandations, des propositions, surtout. Et puis, le Conseil est un petit peu mis devant le fait accompli une semaine avant, c'est-à-dire au moment où il y a la commission des comptes de la sécurité sociale, il y a tout un calendrier qui fait que le Conseil est obligé de délibérer sur un document dont il a connaissance, on va dire, moins de 5 jours avant. C'est quand même relativement compliqué et j'insiste sur le fait qu'il faudrait peut-être aussi que la Caisse nationale soit acteur dans le cadre de l'élaboration, au-delà de produire son rapport. Et effectivement, nous souhaiterions pouvoir apporter, au travers de nos propositions, peut-être un éclairage pour la représentation nationale et lors de l'élaboration de ce PLFSS. J'imagine, parce que ça va être un peu ma dernière question, parce qu'on fêtait la semaine dernière les 75 ans de la sécurité sociale. J'imagine que vous avez écouté le Premier ministre. Il a eu un passage très symbolique en parlant de l'importance du côté paritaire et du poids de la société civile dans les instances de gouvernance de la sécurité sociale. C'est quelque chose qui a dû vous interpeller. Est-ce que, globalement, j'imagine que vous n'êtes pas tout seul dans cette démarche, il y a une volonté des différents élus au sein des caisses nationales de peut-être renforcer un petit peu les pouvoirs des conseils et autres pour être force de proposition? C'est un vœu formulé par tous? Ah oui, oui, oui. D'être de véritables acteurs, ne serait-ce que sur l'élaboration du PLFSS, puisque je reviens sur ce rapport chargé-produit. Il faudrait qu'au-delà de se faire plaisir, qu'effectivement, il puisse être inspirant pour les différentes institutions. Et sur le paritarisme particulièrement, je pense qu'il y a toute une connaissance du réseau. La connaissance du réseau, ce sont nos conseils dans les caisses locales. Souvent, nos conseillers sont aussi très, très investis dans le milieu associatif. Ce sont aussi des élus politiques
de proximité dans les territoires et ils sont les témoins de la réalité et des conséquences que peuvent avoir les décisions qui sont prises. Et donc, ils ont une légitimité à représenter la société civile et à être des interlocuteurs dans ce dialogue social, puisqu'ils sont effectivement en prise directe avec les territoires, là où ils sont investis. Donc vous avez quand même, globalement, vous avez une volonté de faire promouvoir notamment on parlait justement des conseils dans les réseaux qui sont des représentants du maillage territorial, sanitaire, associatif, élu. Hein. Donc c'est un vœu que vous escomptez. C'est vrai que c'est très en phase avec le contexte qu'on avait eu il y a 1 an et demi, 2 ans, avec l'histoire des Gilets jaunes, cette volonté des territoires d'être un peu plus reconnus au niveau des décisions politiques et au niveau national. Alors, il y a un sujet que je voudrais quand même rappeler. À l'époque du grand débat, le grand débat, la santé n'était pas une priorité. La santé n'apparaissait pas dans les différentes revendications. Et puis, à la sortie du grand débat, finalement, on s'est aperçu que la première préoccupation des Français, c'était la santé, alors qu'elle ne s'y était pas invitée auparavant. Donc, je pense que ce constat, il doit être partagé par tout le monde. Et le système de santé, il n'appartient pas nécessairement à l'assurance maladie, mais ce sont, comme je le disais, les acteurs de territoire, les politiques, comment travailler en cohésion avec effectivement la santé. Aujourd'hui, c'est un élément d'aménagement du territoire. Les politiques, au-delà de, je pourrais dire, au-delà d'attendre des échéances, les politiques de santé, elles doivent être traduites sur un temps relativement long et qui n'a pas forcément la même temporalité que le calendrier des élections. Et je pense que les politiques s'en sont aperçus, puisque effectivement ce sujet qui n'était pas abordé, finalement, revient aujourd'hui et l'ensemble des acteurs locaux sont interrogés sur les politiques de santé et sur l'organisation du système de santé. D'ailleurs, on l'a vu pendant la pandémie, il y a eu des organisations territoriales qui se sont appropriées des dispositifs de façon informelle et qui ont très bien fonctionné. Tout à fait. Donc c'est l'exemple même, entre guillemets, de sorte d'une forme de décentralisation des capacités des acteurs à produire des constructions, des formes coordonnées et autres. Vous avez été sur le territoire, je crois, c'est ma dernière question. Vous avez été récemment, vous étiez en province, vous avez pu voir de vos propres yeux une CPTS qui fonctionnait dans des. C'était où, président? Alors, c'était dans le Tarn, dans l'Alpe bigeois. Moi, j'avais souhaité, alors, le calendrier ne l'avait pas permis, puisque j'avais souhaité me déplacer au mois de février de mémoire, donc forcément, ça a été un petit peu compliqué, mais je m'y étais engagé et je voulais effectivement partager avec les acteurs de terrain. Alors, quand je dis les acteurs de terrain, c'est effectivement le président du conseil départemental, mais au-delà du président du conseil départemental, c'était partagé avec le président, le président de cette caisse du Tarn, Bernard Blatron, et puis son vice-président Philippe Barthès. J'ai pu rencontrer aussi Madame le maire d'Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumet, le président du conseil départemental, Christophe Ramon, le délégué départemental, la DT-ARS, Abderrahim Amoun Kadour, et puis je voudrais associer aussi quand même Isabelle Comte, avec le chargé de mission de la caisse, Stéphane Maël. Et puis aussi un universitaire qui était Hervé Pingot, Qui est à l'origine d'un abordage. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain? C'est important aussi de mettre en lumière, je dirais, tous ces acteurs qui se sont mis, mais très précocement, donc depuis 2018, sur la constitution d'une CPTS, c'est-à-dire une analyse populationnelle, démographique, mais au niveau de la démographie des professionnels de santé, des médecins,
au-delà, je dirais, du trait de carte qui avait été défini par les ARS, puisque vous savez très bien que c'était quand même un algorithme qui demandait à être examiné de façon un peu plus finement sur les territoires, puisque un territoire avec des professionnels de santé, si les professionnels de santé se déplacent, ont plus de 65 ans, forcément ce territoire, il a changé. Donc, ce que j'ai vu, c'est effectivement toute cette intelligence collective, le fait de partager un diagnostic. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est le fait que l'assurance maladie donc, intervient pour un certain nombre de dispositifs et de financement. L'ARS, elle, fait ce découpage, on va dire, territorial. Et puis, il reste à la charge, je dirais, des politiques, un appui qui peut faciliter, alors notamment pour les internes, pour les jeunes internes, qui peuvent faciliter cette envie d'aller sur les territoires pendant leur cursus universitaire. L'exemple, effectivement, était par rapport à la qualité du logement étudiant, c'était d'offrir la possibilité sur l'hôpital d'Albi la rénovation des appartements, donc de ce logement, pour attirer les internes qui viennent souvent du CHU de Toulouse et de façon à avoir un sas d'hébergement lorsqu'ils souhaitent faire leur stage sur les territoires, notamment dans le cadre des MSP ou de ces CPTS. Donc ça, c'est un investissement aussi, et c'est plutôt l'investissement, on va dire, du territoire, qui n'est pas sur un budget ARS ou qui n'est pas sur un budget assurance maladie. L'assurance maladie finance les structures, l'ARS identifie les territoires, et puis les politiques aussi doivent venir en appui de ce qu'ils souhaitent réellement pour faire en sorte que les déserts médicaux puissent trouver des professionnels demain. C'était un parfait exemple d'une coordination territoriale portée par un projet médical, comme vous dites, et qui après en fait, a agrégé toutes entre guillemets, les bonnes volontés des uns et des autres sur le territoire pour pouvoir favoriser l'accès aux soins pour les personnes qui malheureusement n'ont pas toujours accès aux soins ou plutôt difficilement. Président, merci beaucoup. Je suis désolé, il y a eu une coupure à un moment de 15 secondes à mon avis. C'est Internet, parfois ça saute. On va pas dire que c'est le réseau de la CNAM, on va dire que ce sera le nôtre. Comme ça, voilà, on rassurera les gens sur les qualités des réseaux Internet de la CNAM. Merci, Monsieur le Président. Je voulais rajouter quand même, ouais. Très court. Très très court. Sur ce territoire, ils ont quand même fait un diagnostic, c'est-à-dire quand on a eu tendance à vouloir attirer des professionnels, il y a eu une prise en charge, on va dire, du foncier, de l'immobilier, pour créer des maisons de santé pluriprofessionnelles. Aujourd'hui, ces MSP sont vides, et donc c'était la crainte effectivement des porteurs de projets de dire attention, on ne va pas créer des coquilles vides. Et aujourd'hui, les CPTS ne sont pas sur ce territoire, la CPTS n'est pas une coquille vide, contrairement à ce que tout le monde a voulu faire dans la précipitation avec des maisons de santé pluriprofessionnelles où aujourd'hui, il y a peu de professionnels. Et là, la coordination, à mon avis, qui peut être multisite, va quand même favoriser l'accès aux soins pour les populations. Et surtout sur certains bassins de vie qui peuvent se retrouver dans des friches industrielles du jour au lendemain. Je prends pour exemple le site de Groslay. Groslay qui avait une particularité industrielle. Elle perd ses... Voilà. C'est un peu long, je ne sais pas trop. C'est passionnant. Les CPTS, on y passerait. Tu couperas, Alexandre. C'est très bien, Fabrice. Non, mais il n'y a aucun problème. On en reviendra parce que c'est un sujet de fond. Un sujet de fond qui perdurera au-delà du Covid, même si la phase du Covid a démontré l'intérêt de l'exercice coordonné dans les territoires. Et ce que vous avez dit est très juste. Et c'est là qu'il faut faire très attention à ce qu'on construit, que cela fasse sens et qu'on ne parte pas dans une explosion de structures à droite à gauche qui, tout ça, ne rend pas forcément service aux usagers ni facilite le maillage territorial. Voilà. J'essaie de couper parce que je suis désolé, on a des temps. Il ne faut pas que ce soit trop long, Président. On vous redonnera la parole, vous n'avez pas de soucis sur d'autres sujets ou d'autres. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast audio-vidéo de la rédaction d'Espace Social Européen. À très bientôt. Au revoir.